Amis téléspectateurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de votre chaleureuse émission Canaan Club, un instant agréable chez vous, avec nous. Dans certains pays d'Afrique, les PME constituent la plus grande majorité des entreprises. Selon une étude réalisée par la Banque mondiale sur le climat des affaires au Congo, 84,2% des entreprises constituent leur financement de fonds propres. D'après les statistiques, pas grand nombre d'entreprises ou de personnes ont pu bénéficier d'un financement, d'un appui financier du moins, pour leurs projets d'entreprise. Cela dit, notre discussion de ce jour s'oriente autour du thème « L'octroi du crédit aux PME, mythe ou réalité ?» Pour certains, cela est un mythe et pour d'autres, c'est une réalité. Alors, avec les amis du club, nous vous apportons des éclaircies sur ce sujet. Nous recevons aujourd'hui deux amis du club. Madame Olazambo, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, merci Noura pour la parole. Merci à Canaan Club pour l'invitation. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Aurore Olazambo. J'interviens aujourd'hui comme conseil juridique et fiscal, mais je suis également agent de banque, secrétaire du conseil d'administration de la BESA Banque, dite Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique. Et auparavant, j'ai été responsable juridique dans d'autres banques de la place, comme la Société Générale. Monsieur Gaël, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi, je suis Monsieur Gaël Tati, du département Finance et Comptabilité chez Canaan Holding. Et donc j'interviens aujourd'hui comme étant un sachant en finance pour éclairer la lanterne de nos différents téléspectateurs. Merci. Merci à vous. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'une PME? Alors, pour répondre à cette question, qui est fondamentale du point de vue juridique, voire financier. Alors, puisque nous sommes dans l'espace OHADA, donc nous allons voir l'approche suivant l'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et donc, essentiellement, deux critères permettent de pouvoir identifier, ou si vous voulez, définir ce que c'est qu'une PME sous l'espace OHADA. Nous avons les critères qualitatifs qui généralement tiennent compte de la constitution juridique. Donc une PME doit être constituée juridiquement et doit également tenir une comptabilité régulière. Et ensuite, une PME devrait donc être autonome totalement. C'est-à-dire qu'une PME ne doit pas se faire détenir plus de 25% de son capital social par une grande société. Parlons des critères qui sont purement quantitatifs. On tient compte généralement du chiffre d'affaires et aussi de l'effectif de cette dernière. Donc les petites et moyennes entreprises, selon l'OHADA, doivent compter moins de 250 salariés et ensuite posséder un capital, si vous voulez, un chiffre d'affaires plutôt partant de 150 millions de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. Donc généralement le critère le plus essentiel qu'on retient pour pouvoir définir une petite et moyenne entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Genre un exemple, une petite et moyenne entreprise possédant moins de, disons, 240 salariés, mais dont le chiffre d'affaires est de 20 millions, cette dernière ne veut pas être catégorisée dans, si vous voulez, les petites et moyennes entreprises, mais plutôt elle sera donc située dans des très petites entreprises. Voilà, grosso modo, en quelques lignes, présenter la petite et moyenne entreprise. Pourquoi est-il si difficile, finalement, pour les PME d'avoir accès au crédit bancaire au Congo? Alors, je pense que nous devons plutôt contextualiser les choses. Nous savons que la banque au Congo n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Il y a eu un contexte économique qui a mené à ce que nous soyons dans l'état de la réglementation bancaire auquel nous avons affaire aujourd'hui. Dans la fin des années 90, le Congo a subi une crise importante des banques qui a fait que nous avons constaté la disparition de banques comme l'UCB, la BCC, du fait de la chute
de leur liquidité qui a été due à une mauvaise gestion bancaire. Et le Congo appartient à un espace CEMAC. Donc cet espace CEMAC a entrepris parmi les réponses à cette crise de mettre en place une réglementation bancaire et s'est partagé la responsabilité du suivi des banques entre la région et le national, en se partageant la tutelle entre la CEMAC et en local les ministères des Finances. La CEMAC a répondu à cette difficulté de gestion des banques en mettant non seulement en place parmi cette réglementation-là des agréments pour que les responsables de banque puissent désormais répondre personnellement des actes de mauvaise gestion des banques et qu'ils puissent se voir retirer. C'est comme vous pouvez être un dirigeant de banque, être en CDI, mais vous avez un mandat de la COBAC qui vous permet, donc la COBAC qui est l'outil mis en place pour le suivi des banques par la CEMAC, qui est aujourd'hui le gendarme des banques. Et je vous rappelle, donc c'est important de voir l'historique, suite à cela, une réglementation spécifique a été mise en place. Et il n'y a plus de banque dans la zone CEMAC qui, aujourd'hui, n'est pas régulée sur chaque activité, dont le crédit. Et pour en revenir à cette question de l'accès difficile au crédit bancaire, la CEMAC a mis en place des règles. Parmi ces règles, il y a un contrôle des ratios de liquidité, un contrôle des ratios des créances et une classification de type de créances. Et lorsque vous regardez ces ratios, dans toutes les banques, et ce n'est pas seulement au Congo, mais dans la zone CEMAC, vous observez que le taux de créance en souffrance est le plus important sur le segment des PME. Ah oui. Bravo les PME. C'est un score imbattable. Effectivement. Et donc on se pose la question, mais pourquoi? Parce que votre question cible le Congo, mais je veux contextualiser parce que le Congo fait partie d'un espace CEMAC. Et donc les politiques congolais n'ont plus la main totalement sur cette activité. C'est une activité qui est gérée au niveau de la région. Et la CEMAC comprend des pays qui sont très industrialisés comme le Cameroun, qui sont un peu moins industrialisés comme le Tchad ou le Centrafrique, mais qui répondent aux mêmes exigences. Et lorsque une PME congolaise estime que l'accès au crédit bancaire est difficile, le banquier lui répondra que si je fais du sentimentalisme et que je ne respecte pas mes ratios, je risque d'avoir ma structure qui se voit fermée ou retirer l'agrément bancaire pour exercer en République du Congo. Donc, j'ai voulu contextualiser les choses pour que chacun comprenne qu'il y a un partage de responsabilités. Et lorsqu'on dit que l'accès au crédit bancaire est difficile, moi je répondrais pourquoi est-il si difficile pour les PME congolaises de répondre aux exigences des autorités de l'activité bancaire? Voilà. Simplement. Merci. Par contre, moi je dirais que je pense finalement que toutes ces réglementations au niveau de la sous-région finalement vont tuer les PME que nous sommes parce que nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Parce que si, je vais prendre un exemple assez simple, je me suis rapproché d'une banque de la place parce que j'avais, on va dire, un bon de commande d'une entreprise aussi de la place et je n'avais pas d'argent. Donc je dis, mais je fais comment? Et je vais donc, j'appelle le directeur de cette banque qui est une grande banque de la place. Il me dit, oui, je suis d'accord, monsieur Mabaou, seulement vous n'êtes pas régulier chez nous. Moi, je voudrais qu'on apprenne à se connaître. C'est-à-dire que faites quand même plusieurs opérations. À ce moment-là, sur la base de la confiance, je pourrais certainement voir dans quelle mesure engager ma banque dans l'accompagnement de votre jeune structure. Alors, je ne me suis pas arrêté là, hein, parce que j'avais une commande, un bon de commande assez ferme. Il fallait que je l'exécute. Et Dieu merci, en tout cas, je suis allé toquer ailleurs. Et bon, j'ai eu gain de cause, j'ai eu de l'argent, j'ai exécuté ma commande. Et aujourd'hui, je travaille avec cette institution qui me donne de l'argent. Donc, je vais dire, heureusement pour nous, il y a quand même, je vais dire, le gendarme, que ce soit la COBAC ou bien toute cette réglementation de la CEMAC, en tout cas,
elle est peut-être assez austère et difficile pour nous, mais en même temps, il y a quand même des structures de la place qui essayent de nous accompagner, donc moi je suis bien content de ça. Effectivement. Alors, vous savez aujourd'hui, cette réglementation-là qui est même à l'avantage des PME, parce qu'il y a aujourd'hui les exigences de conformité qui demandent à ce que dès l'ouverture de compte, il y ait une opération qui s'appelle le KYC, connaissez votre client en anglais, qui veut dire en sigle, connaissez votre client. Généralement, on parle de crédit bancaire, mais les banques offrent une palette de produits. Et malheureusement, beaucoup de PME voient tout de suite besoin financier, crédit bancaire. Mais peut-être que c'est un découvert qu'il vous faut. Peut-être que c'est un crédit à court terme, un crédit à moyen terme, un crédit à long terme. Tout dépend de l'usage qui est fait. Alors, si vous avez un besoin de construire un immeuble ou de construire ou de pouvoir avancer le traitement d'une opération et que vous demandez un crédit long terme, vous aurez sûrement un refus simplement parce que la demande n'est pas adaptée à ce que vous avez vraiment besoin. Donc il y a aussi ce travail d'éducation des dirigeants de PME, de savoir que pour chaque besoin, il y a un produit bancaire adapté. Et des banques aussi à connaître leurs clients de manière à adapter leurs produits aux réalités de cette clientèle. Quitte aux banques aussi, bien entendu, de pouvoir prendre du temps de communiquer, d'avoir un creuset d'échange peut-être avec les PME pour pouvoir instruire, parce que vous savez que tous les dirigeants des PME, on va dire, bon, je vais parler peut-être de moi-même, mais on n'a pas toujours les informations qu'il faut. Donc quand vous partez, dit, c'est pas possible qu'on vous donne de l'argent. Donc trouver des mécanismes d'échange, il y a des forums, il y a je veux dire, créer quand même des mécanismes d'échange pour que qu'il y ait l'information, que nous apprenions et que vous nous éduquiez mieux, sinon ça serait difficile quand même. Quels sont les critères d'éligibilité et les dossiers à fournir pour bénéficier d'un prêt bancaire? Je pense que cette question elle est fondamentale, elle est pertinente. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a deux éléments qu'on peut mettre en avant, qu'on peut retrouver partout, au sein de toutes les banques, je peux dire. Alors, il y a d'abord la capacité, du point de vue juridique, du demandeur du prêt. Il ne faudrait pas que ce dernier soit un faible d'esprit, comme on le dit en droit. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui possède toutes ses capacités mentales. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on regarde aussi du point de vue d'âge, n'est-ce pas? Donc l'âge aussi, quand vous n'avez pas encore atteint la majorité fiscale, c'est-à-dire qui est de 18 ans, vous ne pouvez pas avoir accès à un prêt bancaire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, parlons d'éligibilité. Chacune des banques, je pense, a une politique. Les politiques ne se ressemblent pas partout. Vous verrez qu'il y a quand même des différenciations. Mais nous pouvons citer quelques conditions d'éligibilité. Nous pouvons citer des éléments comme avoir des revenus fixes. Il faut avoir des revenus fixes et réguliers. Avoir un taux d'endettement fiable. C'est-à-dire que pour une PME, par exemple, on va regarder son endettement initial par rapport à ce qu'il demande. Avoir un reste à vivre suffisant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous endetter et qu'à la fin, la quotité cessible qu'on va vous prélever par le banquier sera au-delà de ce qui va vous rester comme gain. Tout à l'heure, je reviens sur l'âge, mais cette fois-ci, je prends un exemple. Il y a de ces prêts qui sont difficilement accessibles aujourd'hui quand vous avez, par exemple, 80 ans, vous avez 70 ans. Un prêt qui va se rembourser sur 20 ans et vous avez 80 ans, vous comprenez que c'est difficile que l'on vous l'accorde. On peut également parler de l'élément essentiel, c'est au moins avoir un apport personnel. Un apport personnel aussi et une bonne santé financière, je pense. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être à votre avantage pour pouvoir, à un moment donné, être éligible à
un octroi de crédit. Alors, pour ce qui concerne les éléments constitutifs d'une demande de crédit, on peut parler du plan d'affaires, par exemple, la rédaction du plan d'affaires, parce que très souvent, les petites et moyennes entreprises n'ont généralement pas besoin de se faire accompagner, et ça c'est très criard, surtout dans la rédaction du plan d'affaires à un certain moment, et je pense même que c'est l'un des facteurs de rejet, d'octroi de crédit, parce que généralement, on se rend compte que le demandeur de crédit ne maîtrise pas le domaine dans lequel il exerce, et généralement, ça peut constituer un frein. Donc, il faut veiller à cela. C'est pour ça que nous recommandons beaucoup plus que ces dernières se fassent accompagner par des cabinets de gestion, par des professionnels, et ça a leur avantage. On peut parler également des éléments financiers que tous nous connaissons. Les états financiers, généralement, ce sont les 3 derniers états financiers de la société qu'on demande, conjoint au dossier. Également, un état prévisionnel de l'activité, généralement appelé le compte d'exploitation prévisionnelle, une situation comptable de l'entreprise qui pourra être rédigée soit par le commissaire aux comptes, s'il y a eu des arrêtés comptables et certifications de ces différentes années passées, et un plan de financement. En tout cas, la liste, elle est longue. Donc, ces différents documents vont permettre aux banquiers de pouvoir mener une analyse financière, parce qu'on l'a toujours dit, que la situation comptable d'une entreprise ou encore la comptabilité d'une entreprise, elle seule ne peut pas expliquer en fait la situation financière d'une entreprise. Donc on a toujours besoin, d'où l'importance de pouvoir mettre en place au sein des petites et moyennes entreprises, parce que ça, généralement on rend compte qu'il n'y a pas de service financier généralement au sein des petites et moyennes entreprises. Or c'est un service ou c'est un département assez clé, assez important. Parce que lorsqu'on se lance, tout à l'heure je reviens sur les modes de financement, par exemple, lorsqu'on se lance, tout à l'heure madame a dit que généralement la demande n'est pas adaptée à ce que le demandeur veut financer. L'investissement même ne répond pas au mode de financement. Je pense qu'un exemple précis a été cité, où on dit, on veut par exemple financer une acquisition de véhicules. Est-ce qu'on est toutefois obligé de recourir à un emprunt bancaire? Voilà, il y a d'autres sources de financement qui existent. On peut pratiquer du leasing ou crédit bail. Vous comprenez? Donc là aussi, il y a quand même des éléments qui peuvent, voilà, dans ce sens-là. Mais sinon, la liste, elle est longue. Il n'y a pas que ces éléments qu'on vient de citer. On peut compléter d'autres éléments. Et pour compléter les propos donc, de monsieur qui sont déjà assez importants, mais je voulais juste appuyer, parce que c'est un élément assez clé et pour lequel parfois certains peuvent penser qu'arbitrairement leur dossier a été rejeté, c'est deux éléments. Premièrement, la certification des états financiers. Les PME négligent énormément cet aspect. D'avoir à jour les états financiers des 3 derniers exercices certifiés, et même parfois, surtout pour les crédits à court terme, les états financiers prévisionnels, qui sont très importants. Et deuxièmement, en ce moment où la pression fiscale est assez importante, il est très rédhibitoire pour une banque d'avoir un client qui n'est pas à jour sur ses impôts. Et aujourd'hui, cela s'élargit même à la CNCS. Donc, on peut avoir une santé fiscale apparemment bonne, mais pour l'établissement, pour les santé financière plutôt, mais pour l'établissement bancaire, le fait de savoir que vous avez des dettes fiscales importantes et à la CNCS également est rédhibitoire. On se dit que le risque est trop important de subir derrière une saisie-attribution ou un ATD sur les comptes de cette société et voir les comptes bloqués, ne plus avoir la possibilité de se faire rembourser. Donc, ce sont des aspects juste complémentaires assez important. Alors, chers amis, afin de trouver les mécanismes permettant de limiter les risques chez le prêteur qui est la banque, quels conseils pratiques donneriez-vous aux PME en vue d'aider celles-ci à rembourser dans les meilleurs délais les sommes empruntées? Alors, moi, je dirais d'abord aux PME, pour avoir d'abord ce crédit, il faudrait se mettre en règle. Parce que beaucoup de PME se disent, non, je suis une petite entreprise, donc je n'ai pas besoin d'état financier et tout. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il faut se mettre en règle pour avoir
le prêt, donc c'est possible. Le prêt n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il suffit de respecter les conditions de la banque pour aussi préserver l'intérêt de la banque. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le taux de non-recouvrement est élevé au niveau des PME. Donc, à quel PME faire confiance si déjà on a un taux de recouvrement qui est très faible? Donc, on doit déjà être structuré. Et dès qu'on prend un prêt, parce que généralement, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on prend le prêt et après, on détourne ce fonds. Donc, on a pris un prêt, on a dit on va développer l'entreprise, après on se retrouve dans un mariage ou un funérail. Donc, déjà, on se vole soi-même, on vole même la banque déjà. Donc, il faut que ce montant soit utilisé pour les besoins identifiés. Première chose, parce que si on a investi là où on devait investir, on peut avoir un retour sur investissement. Et ce qui est recommandé, en fait, aussi, c'est d'avoir une structure tierce ou un comptable indépendant qui va gérer les recettes de l'entreprise et ouvrir le compte bancaire. Bon, c'est vrai que la banque exigera automatiquement. Moi, j'ai vu des clients aussi qui ont pris le prêt bancaire, par exemple, à Crédit du Congo, et au moment de payer les factures, ils l'ouvrent dans notre compte. Donc, je pense qu'il faut être quand même honnête et localiser le chiffre d'affaires dans la banque. Là où on a pris le crédit, soit qu'elle puisse prélever aussitôt l'argent et te faire confiance à nouveau. Donc, je pense qu'il y a aussi une gestion. Quand je dis un comptable extérieur, pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'on a vu des PME qui ont pris leur petit frère ou leur cousine comme comptable et qui ont dit, c'est mon argent, donne mon argent. Et sous la pression, l'employé, qui est souvent généralement le parent, n'a pas autorité ni courage pour dire au patron, mais on doit à la banque, on doit payer la banque. Donc, ce que nous conseillons généralement pour ceux qui prennent les prêts, c'est de se faire assister par un conseil extérieur. C'est un partenaire qui te dit, on doit arrêter là, on doit faire telle dépense, voici votre salaire. Donc, si on n'a pas un gestionnaire qui est assez lourd, en fait, qui est assez confident, qui a de la poigne pour nous aider, on a un comptable que nous dominons, que nous écrasons, c'est sûr que les recettes vont finir en boîte de nuit, vont finir un mariage, vont finir à une voiture. Donc, on a besoin, en un mot, d'avoir une gestion rigoureuse, même une gestion même policière à la limite, juste pour arriver à rembourser ce prêt. Et moi, j'irai plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est un pays où la banque se met en association, un tripartite avec des cabinets de gestion et qui disent, OK, cette PME veut prendre un prêt, mais j'exige qu'elle soit conseillée par ce cabinet. Sauf que je suis sûr que les conseils et les décisions prises de gestion sont des décisions qui vont permettre qu'elle puisse être rentable et rentabiliser mon argent. Donc, on a tous besoin d'avoir un conseiller en gestion, en finance, au-delà même du comptable de l'entreprise, parce qu'on veut rentrer, on veut d'abord que l'argent qu'on a investi soit remboursé à la banque et que cet argent puisse nous développer. Donc, ce n'est pas un contrôleur qu'on prend, mais on prend pour la suivi de l'entreprise et pour être encore crédible, pour aller prendre un autre prêt demain, qui sait. C'est ma contribution. Mais dans un cas où, moi je voulais prendre un cas assez patent et un peu difficile, c'est-à-dire que dans un cas où une PME a bénéficié d'un crédit auprès d'une institution donc bancaire, et qu'au final, l'entreprise pour laquelle la PME a utilisé cet argent a du mal à rembourser. Et que bon, cette entreprise, la PME peut-être n'a pas d'autres entrées pour pouvoir régulariser sa situation au niveau de la banque. Ben, vous allez blâmer qui? La PME part vers l'entreprise pour laquelle elle a fait la prestation, l'entreprise vous fait balader, attendez, on va faire le rapatriement des fonds, ça va arriver, on attend, on va, on tempête, rien n'est fait. Mais la banque te fait la pression, donne mon argent, donne mon argent, donne mon argent. Au finish, vous faites comment? Moi, je dirais déjà, si j'étais en banque, je ne prêterais pas de l'argent à quelqu'un qui n'a même pas de fonds pour la survie de soi. Parce que je pense que même quand on veut investir, on a quand même un fonds de roulement. On sait qu'on n'a pas un seul client d'une entreprise. Et même si on a un seul client, on doit être en mesure d'avoir un fonds de roulement suffisant pour... Donc déjà, ce n'est pas quelqu'un de crédit. Pour moi, je ne conseille pas à une banque de faire un prêt à ce type de PME parce que ce n'est pas crédible. Et généralement, j'entends dire par beaucoup de PME que la banque ne prête qu'à ceux qui ont l'argent. Et j'aimerais aussi rebondir là-dessus pour dire, mais la banque vend de l'argent, elle ne peut que vendre à ceux qui ont besoin d'argent et qui ont l'argent pour rembourser. Donc, les restaurants vendent à ceux qui ont faim. Donc, la banque prête à ceux qui ont l'argent. C'est tout à fait logique parce qu'il y a un remboursement après, ce n'est pas un cadeau. Donc, je dois être sûr que tu peux
Parce que les PME qui font ça, j'aimerais attirer l'attention à ces PME pour dire, OK, vous le faites aujourd'hui, mais vous pénalisez des PME qui sont assez sérieuses aujourd'hui. Parce qu'un a volé, on a du mal à faire confiance aux autres. Donc, pensez quand même aux autres quand vous faites ça. Ayez le courage d'avoir des projets qui sont porteurs, des projets bien écrits, et ayez la force aussi, comme j'ai beaucoup aimé ça, des gens qui sont lucides en fait. Au-delà de lucides, des gens aussi qui sont compétents pour faire réussir leur projet. Parce qu'on peut dire, j'ai fait un projet chez mon frère ou chez une amie, donc je veux le faire, je prends un prêt. Il faut que les motivations à entreprendre ou à investir soient nobles et soient étudiées d'avance. On a du mal à faire des chiffres d'affaires prévisionnels parce qu'on se dit non, je compte sur mon ami qui est en France, il sera mon client. Donc on a des prévisions sentimentalistes qui nous amènent à la faillite précoce. Donc je pense que si je prends de l'argent dans une banque, je dois être sûr que le client me payera, c'est clair. Mais que de dire, non, j'ai pris de l'argent, maintenant le client est parti. Mais attends, c'est la banque, c'est une institution bancaire, c'est la vie de plusieurs salariés qui sont en danger. Donc, on ne pense pas qu'à soi quand on va prendre un prêt bancaire, on pense aussi à ceux qui sont salariés et qui pourront être ruinés, demain faire faillite à cause juste d'un prêt mal organisé. Donc, je pense que l'émission Canal Club, si vous me permettez, est là pour éduquer. Donc, on doit vraiment dire aux gens, soyez un peu professionnels, même dans la demande de prêt que vous faites. Parce que, excusez-moi de le dire, on peut avoir un parent qui a beaucoup d'argent. Et tu vas le voir, tu dis à ton père, par exemple, papa, je veux faire un projet. Tu te dis, dis-moi, moi, je ne comprends pas le projet, mais je vais faire. Même ton père va te refuser ce crédit. Donc, imaginez un peu une banque. Donc, je pense qu'il y a une logique. On doit quand même essayer d'être un peu honnête envers soi et dire, si les PME n'ont pas d'argent, n'ont pas de prêt, parce qu'elles ne sont pas bien structurées. Je pense. Et puis, il y a, excusez-moi pour ce sujet, parce que c'est un sujet très intéressant et il serait dommage de passer à, passer à travers des questions essentielles. Alors, la remarque de monsieur m'interpelle au sujet des garanties. Et les garanties bancaires sont assez importantes. Et en ce qui concerne les PME congolaises, la difficulté d'avoir accès au crédit tient aussi au fait qu'elles ont du mal à faire des cash calls. Les cash calls, c'est lorsque vous demandez un crédit bancaire et que vous êtes la garantie la plus, pour les crédits court terme, la garantie la plus appréciés par les banques sont les cash calls, c'est-à-dire que tout de suite, vous êtes à même de mettre de côté, de garantir une certaine somme en échange de ce prêt-là. Et malheureusement, au Congo, les cash calls étant difficilement abordables par nombreuses entités, beaucoup de PME se plaignent que pour un financement de 5 millions, on leur demandait leur titre foncier. Mais pourquoi? La réalité, c'est que dans le contexte congolais, la garantie mère, et c'est dommage, mais c'est la réalité, c'est l'hypothèque. Oui. Et pour ne pas avoir affaire à ce type de points où on vous dira mais c'est pas ma faute. Bon, au moment du remboursement, il y a toujours de nombreuses raisons qui apparaissent. La banque vous dira ben moi j'ai votre titre foncier. Même si vous nous devez que 20 millions, moi si j'ai la possibilité de vendre votre terrain de 200 millions pour me rembourser et après vous faites ce que vous voulez de votre argent, je le ferai. Et beaucoup de chefs d'entreprise s'en plaignent, mais c'est parce que le contexte et le comportement de ceux-ci, notamment en matière financière, ne les rassure pas, que nous avons cette rigidité que nous observons concernant les hypothèques notamment qui sont devenues la garantie pour tout type de produit, ce qui n'est pas fondamentalement normal, mais nous sommes, comme Madame Guibila l'a dit, la banque, c'est une entreprise avec des actionnaires qui ont mis leur argent pour monter leur entreprise. Exactement. Et deuxièmement, comme la question était de donner des conseils pratiques aux PME, je disais que j'interviens comme conseil juridique et fiscal. Et en tant que conseil juridique et fiscal, je conseillerais à mon client, PME, d'avoir recours à ce qu'on appelle des conventions tripartites de domiciliation bancaire. Quand vous avez notamment un fournisseur ou un client qui, vous basez sur son bon de commande pour demander le crédit, vous pouvez aller le voir et lui dire, bon écoute, j'ai besoin, pour te rassurer, j'ai besoin d'un financement bancaire, mais à ce moment-là, est-ce que tu pourrais signer cette convention qui dit à la banque que tu t'engages à me payer dans les livres de la banque et qu'au cas où tu ne le fais pas, la banque pourra sur la base de cette convention venir vers vous et dire non seulement vous perdez le marché, mais vous, sur la base de votre promesse qui est bien mentionné dans ce document noir sur blanc, nous avons déboursé des fonds et vous êtes aussi redevable
de ce remboursement. Donc c'est une manière de rassurer la banque. Vous voyez, et comme je le disais, et j'appuie encore ce que monsieur et madame ont dit précédemment, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner et cette palette de solutions pourra être mise à votre disposition. Alors, pour rebondir à l'exemple donné tout à l'heure, qui demandait qui est responsable, alors c'est très important. Il faudrait savoir qu'il y a ce qu'on appelle des difficultés qui sont structurelles et il y a des difficultés qui sont conjoncturelles. Moi, je pense que dans l'exemple qu'a donné tout à l'heure monsieur, c'est que la personne ou encore l'emprunteur qui est responsable, c'est ce dernier qui est allé signer, comme dit madame, qui a signé, qui a demandé. Peu importe la raison, mais seulement le banquier, voire même le tribunal de commerce, si vous en arrivez là, arrive à apprécier la situation en fonction d'un élément, je dirais, probant. Par exemple, si c'est une difficulté qui est structurelle, c'est-à-dire que due par une mauvaise gestion des ressources et autres, là, automatiquement, vous n'aurez même pas besoin, quand on vous donne des reports, là, automatiquement, on va frapper. Mais si c'est dû à un événement qui est, voilà, conjoncturel, comme je prendrai l'exemple de la crise du Covid, on a tous vu que les entreprises, partout ailleurs, ont bénéficié des prorogations d'échéances et tout ça. Et là aussi, ça peut être mieux apprécié. Donc, je crois, c'est apprécié au cas par cas. Mais la responsabilité incombe toujours cette personne qui a signé avec le banquier. Voilà, pour finir, chers amis du club, dites-nous, en dehors du crédit bancaire, y a-t-il d'autres sources de financement pour son projet d'entreprise? Alors moi, je dirais d'abord qu'il faut comprendre que quand on a une entreprise, on n'est pas obligé de tout dépenser. Parce que généralement, les gens sont prêts, les PME sont prêts à rattraper le niveau du chiffre d'affaires. Il a commencé avec une RAV4 et après il a une Range Rover parce que juste le chiffre d'affaires a évolué. On peut se servir des recettes, je crois qu'il y a un mot juridique que je peux utiliser, mais avoir comme une caution qu'on fait pour pouvoir développer l'entreprise avec ses fonds propres. Parce que je me dis toujours, pourquoi aller payer à la banque mon propre argent? Parce que la banque ne vend que ton argent. Parce que quand tu fais un prêt bancaire, il te faut un intérêt et tu arrives à rembourser en payant l'argent. Donc, je peux m'assurer que je gère bien mes recettes, mes charges et que je génère un chiffre d'affaires. Au lieu de le prendre pour payer des dividendes, je peux décider de ne pas récupérer ce bénéfice après, à la fin de l'année et le réintégrer pour pouvoir travailler. Parce que quand je prends tout cet argent, après je vais à la banque, je prends un prêt et je paye la banque 3% pour ce prêt. En fait, je paye mon propre argent. Donc, je pense que pour moi, la première méthode, c'est d'avoir une très bonne gestion et ne pas sauter automatiquement sur les bénéfices, mais les réinjecter pour le développement de l'entreprise. Alors, pour revenir sur vos propos, Madame Guibila, le terme que vous recherchez, c'était le terme réserve libre ou réserve facultative. Exactement. Voilà. Et pour aller plus loin dans le sujet, je tenais à rappeler qu'il y a aussi le mode de financement hors du secteur bancaire qui est celui du compte courant d'associés. C'est-à-dire que les associés, en dehors de la notion de capital, qui est très différente de cette opération, prêtent à la société, ils signent une convention avec la société dans laquelle ils définissent la durée et le montant et le mode de remboursement. Si c'est sur 5 ans, si c'est sur 2 ans, et c'est totalement libre et il a cet avantage d'être gratuit parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, pas d'impôt sur le prêt. Et deuxièmement, et là, c'est un peu plus risqué pour la structure géographique du capital, c'est l'augmentation de capital. C'est un mode de financement, mais qui a pour désavantage si l'on ne veut pas changer la structure. Si on veut rester actionnaire majoritaire ou minoritaire, l'augmentation de capital a cela que si les actionnaires n'arrivent pas à chacun augmenter leur apport de manière à garantir la stabilité, ils pourraient se voir soit mis en minorité, soit devenir subitement majoritaires. Voilà pourquoi, parmi ces deux modes de financement, souvent le compte courant d'associés est privilégié. Chers amis, nous arrivons au terme de notre émission. Avez-vous un mot de fin à adresser aux PME qui nous suivent? Alors moi, je dirais simplement que le crédit bancaire n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il faut juste respecter les règles.
et respecter également les délais de remboursement. Moi, je dirais aux PME de ne pas hésiter à se faire accompagner parce que la croissance financière et la bonne gouvernance d'une entreprise sont une affaire sérieuse qui garantit la pérennité de l'activité. Seul, on va vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Je pense que mon mot de la fin serait que je partirais dans le même sens que madame, c'est qu'on a, en tant que petite et moyenne entreprise, on a besoin de se faire accompagner. Voilà, il y a des structures qui sont, je dirais, mieux placées pour pouvoir vous suivre. Canal Holding. Voilà, comme Canal Holding, pourquoi pas? Oui, effectivement. C'est ça. Donc faites-vous accompagner. Je pense que c'est pas seulement lors de la rédaction du business plan, mais faites-vous accompagner jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on vous a octroyé le crédit et après, vous avez des conseils pour voir comment gérer, comment accroître votre chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser le prêt et continuer à travailler. Je pense que ça sera une bonne chose. Ben moi, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, comme on dit, hein, l'imaginaire collectif dit que l'ignorance, c'est un danger qu'il faut éviter. Donc, je pense qu'on doit se faire accompagner, c'est très important. Alors, merci, chers amis, pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Canal Inde pour cet espace chaleureux et à notre partenaire Émotion pour cette tenue magnifique. Très belle. Merci beaucoup. On se dit au revoir, à bientôt.